Tenter de monter dans un avion en plein ciel, c'est le pari fou que se sont lancés 2 Français. Le plus difficile, ça a été d'apprendre à entrer dans l'avion en plein vol. Le risque principal, c'était de taper l'avion, en fait, et de se faire mal, et de ne pas pouvoir ouvrir le parachute. Et si vous vous demandez ce qu'est une wingsuit, qui de mieux placé que Fred Fugin, l'un des 2 initiateurs du projet, pour nous l'expliquer. Alors la wingsuit, c'est une combinaison qu'on enfile et qui se gonfle en chute libre. C'est un vêtement, en fait, qui permet de voler. Nous sommes en Suisse, le 28 septembre 2017, en haut des montagnes Jungfrau, parmi les plus hautes d'Europe. Après un entraînement de plusieurs mois, Vince Refait et Fred Fugin sont fin prêts pour mettre en œuvre leur projet. Alors on a choisi le sommet de la Jungfrau parce que c'était connu comme étant le plus long saut de wingsuit base jump au monde. Donc il y a 3200 mètres de dénivelé qui sont exploitables en wingsuit. Donc on s'est dit que c'était vraiment l'endroit le plus adapté pour le projet. Un défi complètement fou, porté par 2 wingsuiters professionnels, le projet de toute une vie. On peut dire que ça a été le projet le plus intense de notre vie parce que c'était très technique et aussi très mental parce qu'on allait utiliser des parachutes de base jump qui n'ont pas de système de sécurité pour ouvrir le parachute automatiquement au cas où on perd connaissance. Une prouesse aérienne inédite, fruit de plusieurs mois d'entraînement pendant lesquels ils ne parviennent pas à entrer dans l'avion. Il fallait qu'on comprenne bien la technique en fait, pour rentrer dans l'avion. Il faut imaginer qu'autour de l'avion, il y a une zone de turbulence qui est proche de la porte. Et donc, il fallait qu'on comprenne en fait, comment on allait pouvoir accumuler assez d'énergie pour passer à travers cette zone de turbulence, mais pas non plus trop d'énergie pour pas s'écraser à l'intérieur de l'avion et aller se faire mal. Malgré ces tentatives périlleuses, lors desquelles ils ont évité des chutes mortelles grâce à leur parachute, Fred et Vince sont finalement prêts pour le jour J. Allez mon Vince, on y est, c'est le grand jour. Regarde ça. Allez, on y va. On est parti. C'est le jour J, la météo, elle est au top, on est prêt. Attention. Fred et Vince s'élancent depuis le point le plus haut de la montagne, 4062 mètres, et atteignent rapidement les 130 km/h. De son côté, le Pilatus suit la trajectoire étudiée des centaines de fois et il est prêt à accueillir les 2 hommes volants. Ils vont devoir entrer dans une lucarne de 1,58 m sur 1,25 m à plus de 3500 mètres d'altitude. C'est un moment de grande concentration, c'est-à-dire que je suis Vince, on a l'avion qui est là. Ok, vous pouvez voler sur moi. J'attends qu'il aille rentrer dans l'avion. À ce moment-là, on est juste hyper concentré. Ok, on en a un. C'est un saut mythique. Ça a été quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il y a beaucoup de gens qui m'en reparlent encore. C'est un saut qui a marqué l'histoire de la wingsuit. Door in the Sky, c'est un rêve qu'on a eu avec Vince, qu'on a réussi à réaliser, qui était compliqué. Ça restera un souvenir à tout jamais pour moi et j'y pense tout le temps, quoi. C'était une grosse mission. Et pour la petite histoire, sachez que c'est un Français, Patrick de Gaillardon, qui a inspiré ce type d'exploit, qui a été repris par la suite, comme on vient de le voir. Mais lui était parti d'un avion pour entrer dans un avion, alors que nos 2 amis, là, sont partis d'une falaise. Mais l'exploit est strictement le même. Il a inspiré toute une génération de drôles de gars, quand même. Hein. Oui, de wingsuiter. Alors, ils font désormais partie de notre quotidien dès qu'on lève la tête. Ils filment, ils livrent et ils peuvent aussi attaquer. Je parle des drones. Alors, ces petits appareils bien connus, hein, ils sont de plus en plus présents lors des spectacles. Et puis, c'est vrai que c'est souvent féerique dans le ciel. C'était en tout cas l'effet souhaité dans cette province du Hunan, en Chine, à l'occasion de la fête nationale. Des centaines de drones devaient illuminer le ciel et projeter des feux d'artifice devant des milliers de spectateurs. Mais plusieurs appareils n'en ont fait qu'à leur tête. En Chine, un spectacle de drones tourne à la catastrophe. Dans les shows de drones, l'objectif est simple, provoquer l'émerveillement.
Des milliers d'engins illuminent le ciel en parfaite synchronisation, un balai lumineux pensé pour couper le souffle. Mais derrière la magie, il y a une mécanique de précision. Chaque drone suit un programme millimétré, issu de modèles informatiques complexes. Pour analyser ces images, nous avons rencontré Vivien Honoré, organisateur de spectacles de drones. Sur un spectacle de drone, toutes les trajectoires sont calculées auparavant par ordinateur dans nos studios. Les drones en tant que tels volent tous indépendamment les uns des autres. Donc aucun des drones n'a de système anti-collision et n'a connaissance finalement de son voisin. Pour le drone, on a beau être dans un vol en essaim, en fait le drone vole tout seul. Des spectacles 3.0 qui exigent des mois de préparation et la coordination d'une centaine de techniciens. La moindre erreur de calcul peut donc tout faire basculer. Comme ce fut le cas le 2 octobre 2025 lors d'un show à Luoyang dans le sud de la Chine. Ce soir-là, 1600 spectateurs viennent assister à un show de drones pas comme les autres. Un format hybride mêlant effets lumineux et pyrotechnie porté par 5000 drones à 120 mètres de hauteur. Problème, les feux d'artifice sont déclenchés trop tôt alors qu'ils étaient encore fixés sous les drones. Des centaines de kilos d'appareils embrasés s'abattent alors sur la foule, juste en dessous. Les images m'inspirent l'effroi. On a un mur de feu qui s'abat au niveau du sol et on voit bien qu'on a le public en plus qui est complètement dessous les drones. C'est vraiment la catastrophe. On a vraiment des impacts qui peuvent être forts, avec des drones qui sont à plus de 100 mètres de hauteur, qui vont tomber avec une vitesse qui est importante. Donc un drone qui vous tombe sur la tête avec un poids de entre 300 et 500 grammes, oui, peut vraiment provoquer des dégâts importants sur un corps humain. Là, je pense qu'il y a effectivement une erreur humaine dans le sens où le dispositif de sécurité qui était présent au sol avec le positionnement du public n'a pas été bien calculé. Ce qui est sûr, c'est que le public n'aurait pas dû être situé à cet endroit-là, en tout cas selon les règles européennes. C'est le 4e accident depuis 2021. Ce jour-là, aucune victime grave n'est à déplorer, même si quelques spectateurs souffrent de brûlures. Mais alors que faire pour éviter un tel incident ? La première approche, c'est de ne pas avoir de public complètement dessous. Donc ça, c'est une condition sine qua non pour la réalisation d'un spectacle de drone lumineux. Ensuite, on a également des prépositionnements, généralement, de dispositifs anti-incendie, des extincteurs, des équipages de secours, etc. Donc on a toute cette mécanique qui doit être mise en place et qui permet d'agir très vite et de ne pas attendre qu'on soit déjà à l'incident, voire l'accident, pour après appeler les secours. En France, les spectacles de drones sont strictement encadrés. Les zones de sécurité sont rigoureusement respectées. Et dans ces conditions, un tel scénario ne peut tout simplement pas se produire. Alors, à propos de drones, un show en Corée du Sud a utilisé, écoutez bien, 5293 appareils en une seule fois. Et d'ailleurs, le spectacle a été validé par le Guinness World Book des records.